Bonjour Alexandra, je suis très heureuse de t'avoir ici avec nous aujourd'hui pour parler bien sûr de l'hypnonaissance. Alors ça sous-entend beaucoup de choses, naissance, hypnose, enfin nous, notre parcours. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé aujourd'hui d'accompagner des couples avec l'hypnonaissance. Alors c'est un long chemin. C'est un long chemin parce que en fait, depuis toute petite, très jeune, j'attendais d'être maman. Et j'ai été absolument certaine qu'en devenant mère, ma vie allait enfin commencer. Et j'ai grandi élevée par ma grand-mère et je pense que ça a beaucoup joué parce que le manque, en fait, le manque des parents auprès de moi m'a conditionné en quelque sorte à savoir tout ce dont j'avais manqué et à vouloir le transmettre. Et donc, je me destinais à faire de la recherche dans le développement de la psychologie du bébé, tout ce qui était avant le langage préverbal. Et puis, en fait, quand je suis arrivée à la fac à Paris, j'étais parisienne, quand je suis arrivée à la fac à Paris, je me suis vraiment ennuyée. J'étais avec des gens qui étaient là pour faire autre chose. Enfin, ils étaient là parce qu'il n'y avait plus de place en sciences économiques ou en histoire de l'art, et du coup, ils étaient en psycho. Et en fait, je me suis vraiment ennuyée. Donc, j'ai arrêté. À la place, je suis partie faire du rock. J'étais bassiste dans un groupe de rock et de la musique, et c'était beaucoup plus fun, quoi. Donc, ma vie a pris un autre chemin et je suis devenue maman assez rapidement. J'ai eu ma première fille à 23 ans. Après, j'ai eu trois autres enfants après, mais bon, voilà, ma première fille à 23 ans, et bah voilà, en fait, ma vie, là, a vraiment pu commencer. Donc, j'ai toujours voulu être près des mamans et des bébés. Et à la naissance de ma deuxième fille, qui est née à la maison, oui, en fait, oui, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que ma première fille a été une naissance hyper simple et qu'en fait, j'ai eu la chance de grandir entre Paris et la campagne, la vraie campagne avec la ferme, les animaux de la ferme, etc., notamment des chèvres. Et que depuis toute petite, j'accompagnais les chèvres à garder dans les bois, j'emmenais les chèvres se promener dans les bois, etc. Et donc, j'ai aussi assisté à beaucoup de naissances. Et c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience d'à quel point la nature est parfaite, à quel point pour les gros animaux, parce que c'est des gros animaux quand même, les chèvres, c'est pas comme un chat qui fait cinq ou six petits comme ça dans le fond d'une armoire. Non, une chèvre, ça se met en travail, on la voit, elle va respirer différemment, elle s'isole un peu du groupe, elle est dans sa bulle. Et j'ai grandi avec ça, en fait. J'ai vu ça. Et donc, j'ai été imprégnée de ça de façon naturelle. Donc, quand ma première fille est née, moi, j'avais aucun souci. J'étais sûre que ça se passerait naturellement, très bien. Et donc, j'avais cherché une sage-femme qui puisse m'accoucher déjà à la maison. Mais à l'époque, au mois d'août, à Paris, il n'y en avait pas. Elles étaient en vacances. Donc, j'ai accouché au Lilas, à la maternité des Lilas, qui est d'ailleurs en train de fermer en ce moment. Et Ah, vraiment, je ne savais pas. ça y est, ouais, ça va fermer. Donc j'ai Dommage. acheté au Lila, hyper bien, hyper facile, tout bien. J'ai été surprise par rien. Je savais exactement ce que ce serait. J'étais heureuse et fière d'être traversée par cette puissance et cette. Même si je ne savais pas quelles seraient les sensations, je savais que ce serait intense et exceptionnel. Donc je me suis préparée à quelque chose d'intense et exceptionnel. J'ai pas été déçue. Et par la suite, Et c'était sans intervention, sans péridurale ou complètement complètement naturel. naturel. Ah oui, oui, complètement naturel. Et même le médecin qui m'avait suivi pendant la grossesse, je sais qu'il était là dans la maternité ce jour-là. Et je suis allée le voir. Après, je lui ai dit, mais monsieur, vous n'êtes pas venu me voir. Il me dit, ben non, on m'a dit que vous faisiez ça comme une maîtresse femme. J'étais presque déçue qu'il ne soit pas venu parce que vraiment, j'étais fière, quoi. J'étais fière et heureuse d'avoir. Elle est née dans l'eau très rapidement. Enfin, tout bien. Et puis, donc, pour ma deuxième fille, entre-temps, j'ai rencontré une sage-femme qui faisait des accouchements à la maison. Et donc, ma deuxième fille est née à la maison, à Paris aussi, à la maison. Et elle m'a dit, ah non, mais le prochain, tu le feras toute seule, tu as besoin de personne. Oh, j'étais presque un peu frustrée parce que non, quand même, moi, j'aimais bien qu'elle soit là. Et j'aimais bien cette connexion, cette intimité, cette relation fine qui se tisse avec cette femme sage. J'aimais bien ça.
Et puis donc, avec ces deux petites sous le bras, j'ai vraiment eu envie de rentrer de travailler avec les mamans, de transmettre ça à d'autres mamans, parce que je voyais qu'autour de moi, j'étais vraiment un alien. Là, on était avant 2000, hein, on est en 98, ma deuxième fille est née, et vraiment, il y avait très très peu de femmes qui accouchaient à la maison à ce moment-là. Donc, je me suis un peu renseignée et puis j'ai choisi de ne pas faire une école de doula. C'était la première année, je me souviens en 2001, je crois, la première année que les doulas arrivaient en France. Il y a eu une réunion qui a été faite chez moi pour ce début de ça. Et puis moi, je ne suis pas rentrée là-dedans parce que la vie m'avait amenée ailleurs et que j'étais à fond dans du décodage biologique. J'avais moi-même un début de sclérose en plaques où bref, j'avais un début de difficultés physiques. Et du coup, je suis rentrée dans un apprentissage hyper rigoureux du fonctionnement de la psychobiologie et de la physiologie. Et du coup, je ne suis pas rentrée dans l'apprentissage des doulas. En revanche, quelques années après, vers 3 ans après, je me suis formée au massage bébé. Et là aussi, il y en avait très peu en France qui faisaient du massage bébé encore. C'était vraiment, je fais partie des dinosaures. Et, et voilà, donc je me suis remise là-dedans. Et puis ensuite, eh bien, toutes sortes de choses se sont présentées sur ma route, toujours en lien avec le soin. La radiesthésie. J'ai été formée en radiesthésie en Suisse avec un monsieur exceptionnel qui n'est plus de ce monde maintenant. Et puis l'aromathérapie, et puis les fleurs de bac, et puis l'hypnose. Mais j'avais toujours cette frustration de pas avoir cette relation mère-enfant parce que je savais que j'avais beaucoup à transmettre et j'avais toujours pas on venait pas me voir pour ça, on venait me voir pour autre chose. Je me suis formée en hypnose à Paris, à l'IFHE, où j'ai fait un double cursus d'hypnose ericksonienne d'un côté et d'hypnose humaniste de l'autre. Euh, et ensuite, évidemment, enfin, hypnonaissance, qui prenait la cerise sur le gâteau, mais qui en même temps était mon désir la petite graine au départ, quoi. Il y a quelque chose d'important quand même entre les deux, enfin, au centre de tout ça, c'est pour moi, la spiritualité est indispensable et c'est le cœur de tout. Et donc, je suis sur un enseignement spirituel depuis des années. Je suis un enseignement spirituel qui me nourrit et qui donne un sens et qui me permet aussi d'avoir une relation très profonde et intime avec les personnes que je rencontre. Voilà. Ah, super. Alors, tu as fait la formation en hypnonaissance dans quelle année? C'était assez récente en fait. Oui, 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 c'est très récent. Je l'ai fait 2023. D'accord, oui, oui, c'est ça. Ben, ça fait 2 ans et ça passe vite, hein. Et alors, pourquoi tu as continué? Qu'est-ce qui, en hypnonaissance, qu'est-ce qui t'a vraiment séduit dans cette méthode qui fait que tu t'accroches et que tu as envie aujourd'hui vraiment de partager, d'accompagner des couples en hypnonaissance? Mais parce qu'en fait, c'est extrêmement bien synthétisé. Il y a tout dedans. Il y a justement cette notion de spiritualité qui, pour moi, est extrêmement importante, mais juste dans un sens de philosophie, tout simplement. C'est profond. Et puis, ça s'appuie sur des connaissances qui sont extrêmement solides, qui sont très bien documentées. Et en fait, c'est très stable. C'est le socle indispensable. Pour moi, il y a deux choses indispensables que je transmets toujours aux parents qui viennent me voir. Évidemment, l'hypnonaissance avec le livre, et puis après, il y a toujours de quoi s'enrichir en plus. Et puis le film de Nina Nar, Faut pas pousser. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment deux socles très importants. Mais il y a tout. Ok. Dans l'hypnonaissance, il y a tout. Et quelles sont des choses qui, quand tu transmets, quand tu accompagnes les couples, quelles sont des choses que tu penses qui vraiment sortent de l'ordinaire, que tu dirais, ça, c'est, comme tu as dit, le socle. Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est la visualisation? Quels sont des éléments pour toi, hein, personnellement, où tu dis, ça, c'est indispensable, ça, c'est la clé. En Je fait, sais qu'il y a plein de clés, mais en fait, j'aime bien. il n'y a que des clés. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la clé pour la personne. Ce qui est très important pour moi, c'est que les personnes comprennent qu'il ne s'agit pas
d'une trousse à outils avec plein d'outils et il faut juste qu'ils trouvent la clé qui est leur clé, quoi. Et donc, moi, c'est ça ce que je trouve précieux, c'est d'être sûr qu'à chaque fois, qu'à chaque rencontre, ils aient vraiment intégré le message profond qui a été évoqué auparavant, que ce soit par rapport à l'histoire des femmes, à l'histoire de la naissance, comprendre qu'en fait, ils sont pétris, enfin, nous sommes tous pétris de peur qui n'ont absolument aucune raison d'être. Donc ça, c'est déjà la chose la plus importante, c'est se déshypnotiser, pour commencer, de toutes ces croyances qui sont fausses, pour remettre en fait ce qui a du sens pour chacun. Et c'est là que ça devient intéressant et que chacun a sa clé. Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour ce couple? Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est voir les modifications dans leur communication, dans le choix qu'ils peuvent soudain décider de faire, de transformer leur mode de communication. Et ça, c'est à la fois pour le bébé et à la fois grâce au bébé. J'aime bien toujours dire aux parents qu'en fait, la grossesse et l'arrivée d'un bébé, c'est une opportunité exceptionnelle d'évolution beaucoup, beaucoup plus rapide que ce que la vie nous propose d'habitude. Et donc, Pour les parents et pour le bébé. exactement. Donc, utilisons cette expérience de façon optimale. C'est aussi une occasion d'affirmer nos choix, d'être libre, d'être vraiment des êtres libres et conscients. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui pour moi est la clé dans l'hypnonaissance? C'est que c'est un des moyens d'être libre et conscient de nos choix, de pouvoir les affirmer. Hmm. Et ça prend un petit peu de préparation. Parce que j'en suis sûre que les couples, quand ils viennent te voir, sont pas de toute façon tout de suite libres et conscients. Exactement. Et il y a aussi, et c'est aussi un des risques, et c'est justement ce dont je parlais juste avant avec François, c'était que parfois il y a des parents qui rentrent pas assez dedans, quoi. C'est-à-dire que moi je me rends compte il y a vraiment une nécessité de s'approprier, d'aimer la méthode et d'aimer la grossesse aussi, d'aimer cet état particulier, d'être ouverte à cette nouvelle façon de voir le monde. C'est à la fois, ça ouvre des portes et puis parfois ça renferme certaines aussi, parce qu'il y a des gens avec lesquels on n'a plus envie de communiquer parce qu'ils pensent des choses tellement différentes ou tellement négatives par rapport à ce qui nous fait du bien que, ouais, que ça fait vraiment évoluer, transformer. Mm. Mm. Et cette idée de liberté, comment tu vois ça dans un monde actuel qui est plein de contraintes dans les hôpitaux, dans la façon de penser médicalisée vis-à-vis de tout ce qui est l'être humain, dans sa façon holistique? Comment tu vois cette dichotomie, comment tu vois comment devenir libre, comment prendre ses responsabilités quand il y a toute la société qui nous dit qu'on n'est pas libre, il faut faire ce que eux ils dictent à nous. Ben, c'est la partie d'éducation, toute la partie éducative de l'hypnonaissance sur la physiologie est essentielle. L'histoire des femmes, savoir ce qui se passe vraiment dans le corps, hein, savoir quels sont vraiment tous les processus naturels de la naissance. Euh, Quand on sait, on peut choisir. On est obligé que quand on ne sait pas, on ne se soumet que parce qu'on ne sait pas. Dès qu'on est au courant, dès qu'on est informé, on peut choisir. Et puis, il y a quand même quelque chose de formidable, c'est la loi Kouchner qui nous rappelle qu'en fait, aucun acte, aucun toucher médical n'est obligatoire tant qu'on est dans la physiologie. De toute façon, à la maternité, si tout va bien, on n'a aucune raison d'accepter quelque chose qu'on ne veut pas. Donc après, c'est une sorte de posture intérieure. Il y a des femmes qui arrivent tout à fait à la maternité à dire, à refuser les touchés vaginaux ou à vouloir accoucher debout et qui, de toute façon, elles sont là, elles sont en train d'accoucher et elles vont le vivre comme elles l'ont décidé. C'est c'est une posture. C'est une posture intérieure et c'est vrai que là, De confiance peut-être. de confiance, d'assurance et de soutien aussi. C'est là que le papa a un rôle hyper important et donc le rôle du papa dans la méthode de l'hypnonaissance est essentiel.
Et voilà, donc c'est aussi à lui, s'il est autant investi que la maman dans ce processus de naissance physiologique, c'est sûr que dans une maternité, il n'est pas toujours bienvenu d'accoucher debout, et pourtant, il est absolument anti-physiologique d'accoucher couché sur le dos. Donc voilà, tous ces paradoxes, on le sait avant, donc on peut s'y préparer. On sait, on peut toujours s'y préparer. Mm. Absolument. Et ce que j'adore, c'est cette autonomie de pouvoir sécréter à volonté l'ocytocine et les endorphines. Et ça Parce se que prépare. bah, on peut le faire pendant n'importe quelle situation, en fait, si on est entraîné, si on Exactement. s'entraîne. Parce que si on n'est pas entraîné, ben là, non. Mm, On bascule très souvent dans la peur et le stress. mm, Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est cet enjeu entre ces deux, que je parle dans les cours, les deux colonnes. mm, C'est qu'une fois que les parents savent que c'est antagoniste, on ne mm, peut pas avoir le peur et le stress et l'amour et le bien-être en même temps dans le corps. Et, euh, et quand on les donne cette possibilité, ben, on est dans notre pouvoir en fait. Parce que pendant la naissance, on a besoin de sécréter l'ocytocine. Les endorphines, ben, ça aide pour que ça soit vraiment confortable. c'est vrai que de la façon dont tu le dis, j'entends bien que c'est une des clés qui est donnée dans l'hypnonaissance. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai Ouais. que j'en parle beaucoup, beaucoup aux parents, et que je vois, j'ai assisté à des séances, c'était marrant, où justement les parents avaient besoin que je sois là pour pouvoir exprimer leurs différends. Et où j'ai pu, en fait, on a pu mettre en pratique un nouveau mode de communication qui amène plus de paix, de compréhension, et donc de se prendre dans les bras, un big hug, quoi, pour pouvoir. Et je suis sûre que par la suite, ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Mm, bien sûr. Oui, c'est magnifique. C'est sentir qu'au début, un couple arrive et ils sont un peu séparés. Moi, je trouve qu'ils vont se mettre dans la pièce, si c'est en présentiel, dans des endroits à part. Et après une première heure, ou au moins la première séance, ils sont ensemble, enlacés, main dans la main. Et en fait, leur couple a changé. Ouais, Et ouais. ils se sentent beaucoup plus soudés parce que c'est pas l'affaire juste d'elle, où lui, il sait où est sa place et comment il peut vraiment prendre sa responsabilité et être acteur dans la naissance de leur bébé. Ça, j'adore. C'est vraiment, c'est magique. Et voilà, c'est un changement énorme qui se fait d'une façon tellement facilement et presque on n'a pas besoin de le dire, ça se fait. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter maintenant? Euh, Comment tu fais des cours? Tu fais en présentiel? Tu le fais sur Zoom? C'est essentiellement en présentiel. Et en général, c'est moi qui me déplace au domicile des parents. D'accord. Parce que d'abord, j'habite dans un endroit assez reculé, tout simplement. Et que Et tu es où exactement? je suis dans le sud, au-dessus de Cannes, D'accord. à une demi-heure de Cannes. Voilà. Et donc, je me déplace de Fréjus à Monaco, au domicile des parents. Voilà. Et je trouve que c'est mieux pour tout le monde. Déjà, ça évite des transports inutiles aux mamans. Et puis, les parents sont chez eux. Ils ont pas besoin encore de faire la route après non plus. Voilà. Et ils sont sympas de m'accueillir dans leur intimité. Et voilà. Donc, je vis souvent au domicile des parents. À Paris aussi. Je consulte aussi à Paris. Ça m'est arrivé de le faire en salle, mais en général, je vais toujours chez les parents. Ouais. Je souhaite faire des groupes. J'en ai jamais eu. Hein. Les parents qui sont venus à moi ont toujours travaillé en one-to-one. Et je fais de la visio aussi. Et là, en ce moment, d'ailleurs, j'accompagne un couple qui est au Luxembourg. Donc, oui, en visio. Mm.
Et ça marche, comme on avait vu avec les autres interviews, ça marche très très bien aussi. Ça marche très très bien. Au début, on se demande, ah bon, mais c'est possible? Mais oui, bien sûr, c'est possible. Ça marche très très bien. Oui, c'est incroyable, hein. Ce nouveau âge digital. Mhm. Avant le Covid, on se disait, mais non, ça, c'est pas la même chose, on sent pas la proximité. Mais en fait, maintenant, tout passe. Tout passe par cet écran. Et parlez-moi un petit peu aussi de ton couple. Comment ton compagnon, ton mari, je sais pas, ton partenaire, est-ce que lui, il te soutient dans ton démarche et ton travail avec les couples? Mais il me soutient dans tout ce que j'entreprends parce Mhm. que c'est mon compagnon, justement. De la même manière que je le soutiens dans tout ce qu'il entreprend. C'est une histoire d'amour. Et il est, lui, il a une histoire difficile. On n'a pas eu d'enfants ensemble. Lui, il a eu deux enfants et c'est deux histoires compliquées. Donc, la première naissance, c'est une petite fille qui a été très grande prématurée. Et le deuxième, c'était une césarienne. Donc lui, il n'a pas connu ça. Il n'a pas connu le plaisir cette expérience d'être à la fois le papa, le mari soutenant, le compagnon soutenant et le père et le père qui prend toute sa place. Donc voilà, il le regarde comme un animal sauvage, quelque chose auquel il ne pourra jamais goûter, quoi. Donc, mais il sait que c'est possible. Voilà, il sait que Mhm. c'est possible. C'est magnifique. Parce que justement, ce qu'on veut vraiment, c'est que quand les couples viennent ensemble et qu'ils ont cette complicité, que ça dure en fait toute la vie. Et c'est ça là où il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et quels sont des outils? Est-ce que l'hypnonaissance, à ton avis, pouvait être quelque chose qui aide les couples de rester ensemble? Là, on va loin Je réfléchis, j'ai Si, envie. si le papa est beaucoup plus engagé depuis le début, mais je pose la question, hein, je ne sais pas, je le souhaite. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on souhaite, c'est quelque chose qu'on souhaite. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que chacun avance, évolue, et si on peut avancer ensemble, c'est super. C'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, effectivement, la démarche, la démarche de l'évolution que permet l'hypnonaissance, c'est une démarche du couple et d'évolution ensemble. Donc oui, bien sûr, l'hypnonaissance participe à un socle du couple, d'un socle de la famille, sans aucun doute. Sans aucun- Hmm, Mais je ne l'avais pas vu comme ça avant que tu m'en parles. hmm. Et pour les couples qui ont déjà des enfants et qui viennent après pour un deuxième enfant ou plus, pour faire des cours avec toi, comment ils sont vis-à-vis des enfants avant qu'ils connaissent l'hypnonaissance? Ils comprennent beaucoup de choses. Les gens qui ont déjà eu des enfants et qui viennent ensuite à l'hypnonaissance, tout d'un coup, comprennent ce qui leur a échappé ou ce qui s'est passé malgré eux. La plupart du temps, c'est ça, c'est des choses qui leur arrivent malgré eux. Hypnonaissance permet de comprendre ce qui va se passer, comprendre ce qui se passe dans la nature et ce qui risque de se passer si la nature n'est pas caressée dans le sens du poil, si on n'est pas justement dans ces hormones du bien-être, tous les blocages, toutes les tensions qui peuvent arriver et qui peuvent générer des problèmes. Donc souvent, c'est ça, les parents qui viennent en hypnonaissance et qui ont déjà eu des enfants, tout d'un coup comprennent ce qui s'est passé et vont utiliser l'hypnonaissance pour contrer ça. Et d'ailleurs, la plupart des mamans savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas normal en fait. Elles ne peuvent pas dire quoi, mais elles disent ah ouais, maintenant je comprends en fait, parce qu'il y avait trop de lumière, ou parce que j'étais sur le dos, ou parce qu'il y avait trop de bruit, ou parce que. Et elles comprennent qu'en fait, tous les besoins de base de la femme en train d'accoucher
qui ont été perturbées et comprennent. Donc, la plupart des parents comprennent qu'en fait, c'est là qu'il y a eu un problème. Oui, en fait, ça enlève la culpabilité Ouais. parce que quelque part, elle essaye de faire tout ce qu'elle savait faire, c'est de donner naissance à un bébé, c'est un acte physiologique normal, mais qu'en fait, avec ces interventions, avec toutes ces choses-là, on est dans une situation où presque le corps ne fonctionne plus Voilà. comme il Le faut. corps fonctionne très très bien. Il décide que c'est pas le bon moment pour accoucher. Et il préfère attendre que ce soit plus calme. C'est Ouais. ça, Mm. exactement. Et oui, souvent, j'avais dit au père, au couple que j'y reçois, euh, est-ce que vous savez qu'à partir de maintenant, toutes les conceptions vont avoir lieu dans une clinique? Et tu vois, surtout le père, le choc. Je dis oui, 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 c'est décidé juste comme maintenant pour la naissance, ça va être pour la conception. Et ça va se passer, ben voilà, on va mettre la femme sur un lit et après, bon, on va demander à monsieur d'entrer et il y aura 6 ou 7 personnes autour et on va lui demander, ben voilà, maintenant, vous pouvez vous mettez sur votre femme et les femmes autour vont crier, vont dire maintenant, vous pouvez le pénétrer, pousser, pousser. L'homme, il est pétrifié. Alors, après, j'ai dit non, c'est pas encore arrivé ça, et j'espère que ça va pas arriver. Mais je dis, mais est-ce que tu crois que ça va fonctionner? Et je dis, pourtant, c'est exactement ça qu'on fait à la femme. Et la femme et l'homme, ils sont, ah ben oui, pourquoi ça serait été différent pour la femme? Dans ces conditions-là, c'est pas du tout naturel. Elle a besoin de cette intimité, elle a besoin d'être dans son cocon, le même pour la conception que pour la naissance. C'est pas naturel pour elle d'avoir tous ces étrangers autour d'elle avec ses jambes écartées comme ça. Le corps médical, oui, c'est juste comme ça, machin truc, mais pour la femme qui est là, c'est pas normal du tout. Et après, ben, on s'étonne que ben voilà, ça avance pas ou quoi que ce soit. Et ben voilà, ben on est sorti complètement de tout ce qui est naturel et beau et, et magnifique, d'intime et de sacré. On parlait de spiritualité, vraiment, que la naissance d'un être humain, c'est sacré, n'est-ce pas? La naissance d'un être humain, c'est sacré et nous sommes les fruits de la nature. Vraiment, nous sommes les fruits de la nature. Elle nous porte, elle nous donne corps et l'homme est complètement dissocié de la nature et il y a la nature et l'être humain. Mais en fait, non, l'être humain lui appartient, on lui appartient complètement. Et c'est s'offrir à elle, c'est lui permettre de progresser aussi à cette nature. Moi, je trouve ça sublime. Hein. Je trouve ça sublime et j'aime la nature. J'allais dire, j'aime la vie avec tout ce qu'elle comporte, y compris la mort, en fait. Moi, j'ai pas peur de la mort et je suis ouverte à cette expérience de vie. Je suis ouverte à cette expérience de vie de la même manière que je suis ouverte aussi au moment où je vais partir et où ce sera mon heure de partir, quelle que soit l'heure. Et quand mes enfants étaient petits, quand ils partaient à l'école, je les embrassais et je savais que ce moment était important parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Et j'en ai pas peur, mais je ne sais pas. Et je trouve ça magnifique. C'est encore une chance de plus de montrer qu'on s'aime parce qu'on ne sait pas. C'est Et il ça, exactement ça. n'y a pas d'heure en fait. Il n'y a pas d'heure. Il y a juste la qualité de ce moment, de ces moments, de ces heures de présence sur Terre et de partage. Voilà, C'est qu'est-ce qu'on ça. peut. D'être présent dans le moment. Et pour l'accouchement, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Tu avais dit que bien que les chèvres et la femme, elle est dans sa bulle. C'est quoi cette bulle où elle est présente? Eh bien, justement, c'est cette sensation d'être
complètement libre de toutes les informations extérieures. Il n'y a plus rien qui peut pénétrer à l'intérieur parce qu'on est complètement centré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, c'est la grande difficulté, moi ce que je dis aux mamans, la grande difficulté, c'est de laisser faire le corps, de ne plus s'en occuper, de laisser faire le corps et soit juste de l'accompagner dans ce que lui, il a à faire. Et d'être juste dans la respiration pour permettre au corps et à la vie de passer. Ma première naissance, ça s'est vraiment passé comme ça. À un moment donné, j'ai senti qu'ah oui, que de toute façon, je ne faisais pas le poids, je ne pouvais pas résister à rien du tout, je n'avais qu'à juste me laisser faire. Et en hypnose, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, où on dit tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire que de se laisser faire. Et c'est vraiment ça, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser la nature faire à travers soi. Et c'est ça qui est, qui est à la fois difficile et sublime. C'est initiatique pour moi. Et chaque naissance, chaque grossesse a, a son expérience, quoi. C'est une initiation à chaque fois. Mm. Initiation de devenir humain et aussi devenir une mère. Oui, oui, de se laisser traverser par la vie, quoi, de se laisser traverser par cette intensité, parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'extrêmement intense. Nous, en hypnonaissance, on n'utilisera jamais le mot de douleur, on utilisera le mot de sensation ou d'autres choses, ou de serment, d'oppressement, quel que soit le terme qu'on veut employer. En tout cas, quand on pense douleur, tout de suite, on se crispe. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est au contraire, c'est d'être dans une grande ouverture. Donc, quelles sont les parties de moi qui peuvent encore s'ouvrir? Et je pense que quand on s'ouvre dans le corps, on s'ouvre dans l'esprit, et que tout ça, ça participe d'un équilibre. La respiration, pour moi, est indispensable. Alors là aussi, la respiration, c'est quelque chose de sacré, quelque chose d'extrêmement spirituel. C'est le souffle divin, c'est l'inspiration de l'artiste. Tout ça, et c'est cet ami précieux qu'on a qui nous accompagne depuis toujours, notre meilleur allié. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup la respiration. Et dans le travail que je propose aussi des séances en dehors, en one-to-one, de respiration d'un breathwork, mais travail du souffle, mais qui ne soit pas pour nous emmener dans une hyperventilation et nous bloquer dans ce qu'on a peut-être plus souvent l'habitude de voir, mais d'utiliser au contraire le souffle pour être dans une expansion, dans une ouverture, dans une amplitude qui est justement demandée en hypnonaissance, on a dans la respiration de la vague, où on a vraiment besoin de cette grande, grande amplitude. Hmm. C'est dans la douceur, en fait. Tout est dans la douceur. Et, euh, et ce qu'on voit pour la naissance, normal, comment dire, c'est pas normal pour nous, mais dans la société, tout est dans l'urgence, tout est dans le stress, tout est dans la peur, tout ce qui, quand on voit une naissance à la télé ou dans un film, ou en vrai, c'est rarement dans la douceur. Et Ouais, moi, mon amie sage-femme Domi, m'avait dit ça dès le début. Elle m'avait dit le souci, c'est qu'aujourd'hui, les sages-femmes dans les maternités ne savent plus vraiment lire la physiologie et surtout, elles ne savent plus ressentir quand il va y avoir quelque chose qui bloque. C'est-à-dire qu'elle, qui a fait peut-être 40 ans d'accouchement à domicile, elle disait, il n'y a jamais d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence. On voit quand quelque chose commence à bloquer bien avant que ce soit urgent. Et à ce degré de lecture qui fait que de toute façon, même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, eh bien, on peut y faire face dans la douceur et tranquillement. Parce que bien sûr, on n'est pas contre la médecine et contre le progrès médical. C'est formidable de pouvoir sauver des vies quand c'est nécessaire. Ce qui est embêtant, comment on appelle ça, le fait que ce soit automatique, quoi. Cette standardisation médicale. Voilà, aujourd'hui, qu'on arrive à 3 déclenchements, une naissance sur 3 qui est déclenchée, c'est fou. et à 39 semaines. Oui, French Arrive. French Arrive, bah oui. Mais là, j'ai rencontré une maman que j'ai pas accompagnée, j'ai rencontré juste, qui a eu son bébé à 42 plus 6.
et à la maternité. Et elle allait tous les jours à la maternité et tous les jours, il lui faisait signer une décharge en lui disant qu'elle mettait son bébé en danger, etc., quoi. Et vraiment, elle était sur le fil, hein, et finalement, elle a tenu, et son bébé a donné le top départ quand c'était le moment pour elle. Elle va très, très bien et tout était OK. Ouais. Oui, c'est une grande, grande, grande responsabilité pour quelqu'un de dire, ben voilà, maintenant, ce bébé, il n'a pas donné le signal qu'il est prêt. Et ce qui est normal, c'est que quand l'enfant est complètement développé comme il faut, il donne le signal à sa mère, voilà, maintenant, je suis prêt, Ouais, c'est mon heure. je peux venir. Et si ça s'est enlevé, moi, c'était le cas pour ma naissance, j'ai subi un déclenchement et ça a été difficile pratiquement toute ma vie, jusqu'au moment que j'ai pu le voir et le changer. C'est que chaque fois que j'étais dans ma chambre ou à la maison et que quelqu'un à l'extérieur m'appelait, Julie, il faut venir, il faut se lever, il faut aller à l'école, tout ça, ça réactivait cette blessure qui était très violente à ma naissance. Et je disais, non, je viendrai quand je serai prête. Et personne ne va me faire ça. Et jusque comme ça avec mes parents. Et plus tard avec mon mari, jusqu'au moment que je me suis dit, ben voilà, ça c'est quelque chose, c'est un programme, ça vient toujours, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai vu justement le déclenchement de ma naissance. Et j'ai dit, non, là, il faut que je change ça. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de rire. De rire à moi-même. Ça, c'est incroyable. Revient sur le plateau. C'est drôle. En plus, j'ai un mari qui est très drôle. Alors, on riait ensemble et déjà, ça cassait la tension. Et après, j'ai pu vraiment voir que ça venait très profonde. Et je dis, bon, on m'a enlevé ça. Maintenant, je vais faire quand je serai prête et personne ne va me bousculer. Alors, imaginons que ça soit une intervention, mais tous les autres, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences d'enlever un enfant qui n'est pas prêt, notamment pour les poumons. Oui, oui, ben bien sûr, évidemment, rien que pour sa survie, sa qualité à lui, effectivement, si on le déclenche quand il n'est pas prêt, c'est pareil que de clamper le cordon trop tôt aussi, on l'oblige à respirer, on l'oblige à naître, s'il obéit pas, il meurt, en fait. C'est tu obéis ou tu meurs. C'est ça. Et en fait, ça, pour moi, c'est aussi bah, c'est le problème de toute la société dans laquelle on vit. Donc, choisir de donner naissance en conscience, c'est pour moi un acte de résistance politique, en fait. On n'a pas besoin de se battre, en fait, pour ça. C'est juste poser un choix de douceur, justement. Après, c'est vrai, c'est difficile, hein, tout ce qu'on propose. Les mamans, on leur retire leur bébé à 2 mois, il faut qu'elles retournent travailler. Ben, c'est pas, c'est, voilà, ça aussi, c'est pas naturel. Non. Après, bon, on se dit, mais pourquoi il y a tous ces problèmes dans le monde? Pourquoi il y a toutes ces maladies? La santé mentale, c'est vraiment, c'est hallucinant maintenant, les personnes qui sont sur Âgées les dont- ventes. Et toutes les personnes âgées dont on ne s'occupe plus non plus. Mais pourquoi est-ce qu'on s'occuperait des personnes âgées si on ne sait même pas occuper de nos bébés? Bien sûr on confie tout le monde, on délègue et on met toute notre vie, toute la vie des gens, la plupart, est centrée autour juste du travail, quoi. Faire, Survie, en fait, survie et pas faire la fonctionner vie. un système, faire fonctionner un système et aux dépens de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire nos enfants, nos parents, ou dans le sens qu'on veut, enfin nos proches, la vie. Ouais. Toutes les générations, en fait, ensemble, Mm. le lignée, en fait, dans beaucoup de peuples indigènes, ils parlent toujours de cette lignée, de la sagesse qui est venue d'avant. Et nous, les personnes âgées, quelle sagesse est transmise, hein, souvent, ben, en tout cas, c'est de plus en plus rare, je pense.
Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ont été complètement dépossédées encore plus parce qu'elles n'avaient peut-être pas non plus accès aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Elles étaient, je pense qu'il y a vraiment une tranche de population qui a été vraiment ouais, mise à mal. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de conscience qui revient. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte en fait des déséquilibres. On parle toujours de ce qui va pas, mais on parle peu de ce qui va. Et il y a quand même beaucoup de belles choses. Alors, raconte-moi, si quelqu'un est en train de nous écouter et qui dise, waouh, c'est super, j'aimerais faire un cours d'hypnonaissance avec Michaela. Avec D'abord, Alexandra. excuse-moi, ça c'est ma dyslexie, euh, avec Alexandra. Euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Avec plaisir, appelez-moi, on en parle. Avec plaisir, appelez-moi, on en parle. Moi, je suis ouverte à, à transmettre tout ce qui, pour moi, est essentiel et que ce soit simple, surtout, que ça vous convienne. Pour moi, c'est de la transmission, en fait, c'est extrêmement naturel, c'est simple. Posez-moi toutes les questions que vous voulez me poser, j'y répondrai et l'hypnonaissance vous donnera en plus de quoi malaxer votre esprit, vous remplir de lumière et de choses positives pour avoir la naissance rêvée pour votre bébé. Oui, ça c'est magnifique. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu as envie de partager? Hmm, Je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais partager avec Mhm. chacun d'entre vous, en fait. Et j'aime, ouais, je suis très, très heureuse de faire ce que je fais parce qu'en fait, c'est vraiment la mission de vie que j'avais depuis toute petite. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir enrichir ma pratique de toutes mes connaissances. Et l'autre jour, je me disais, en fait, je devais répondre à un questionnaire et on me demandait quels étaient mes diplômes et ce que j'avais retenu de chacune de ces expériences universitaires. Et j'ai regardé au fond de moi et je me disais, en fait, j'ai pas beaucoup de diplômes qui soient certifiés par l'État, mais qu'est-ce que je suis riche à l'intérieur. Yes. Mais tellement pleine de choses à transmettre, à offrir, qui n'ont pas de prix. Voilà. Donc moi, je suis prête à transmettre et à offrir ce qui n'a pas de prix. J'adore ça. Souvent, je me dis, c'est exactement ça. Personne ne peut me payer pour ce que je suis, pour ce que je transmets. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, à cause de tous ces gourous marketing, ah ben, il faut demander le prix de votre, comment dire, en anglais, on dit your worth. Comment dire ça en français? Votre valeur, il faut connaître votre valeur. Mais est-ce que quelques centaines d'euros, c'est ma valeur? Personne ne peut me l'acheter. Personne. Personne. C'est, je ne suis pas à vendre. En fait, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est pas ma valeur. Le prix affiché n'est pas le prix de ma valeur. C'est le prix de est-ce que vous êtes prêt à mettre cette valeur dans quelque chose que vous savez pas encore ce que c'est. Voilà, c'est quelle est qu'est-ce que vous voulez en fait. C'est pas qu'est-ce que moi j'ai à vous donner. Ce que moi j'ai à Non, vous donner, ça n'aura que la valeur que vous voulez lui apporter en fait. Moi, je connais la valeur. c'est ça. Alors, bon, en tout cas, avec ces mots, l'hypnonaissance, en fait, et les personnes pleines d'amour et de sagesse qui le transmettent, pas de valeur. Pas de valeur pour le couple, pour le bébé, pour toute leur vie. Souvent, les couples nous disent, c'est pas un cours juste pour la naissance, en fait, c'est un cours pour la vie. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ça change la vie, ça change la façon de voir du monde. De toute façon, les parents, en général, qu'on voit en hypnonaissance, on les suit après. Et tant mieux, moi je suis heureuse de ça. C'est vrai que je pratique le massage bébé et puis je pratique je donne d'autres formations, donc je reçois du monde. Et en fait, ça s'arrête pas là. Et puis le lien se crée aussi, c'est ça. Le lien qui s'est créé avec les familles, c'est pas juste 5 rendez-vous, c'est bien au-delà. C'est un lien.
Et je leur dis, vous pouvez m'appeler n'importe quand si vous avez un souci parce qu'il y a des poussées dentaires, si vous avez un souci pour l'allaitement, si vous avez un souci pour quoi que ce soit. Moi, je suis là, je suis vraiment disponible pour vous. Magnifique, j'adore. C'est vraiment ça l'hypnonaissance. Au-delà d'une méthode, au-delà d'une valeur monétaire en tout cas, parce que c'est de l'âme à âme et c'est pour une qualité de vie sur cette terre pour tous. Mais je pense, Julie, que tu participes énormément à ça et que l'enseignement d'hypnonaissance en France est particulièrement lumineux parce que c'est transmis par vous. Vraiment, je le pense de tout mon cœur. Bon, en tout cas, on est là chacun, chacune en train de donner de notre cœur avec une méthode qui a vu vraiment passer du temps, des décennies maintenant, partout dans le monde et les résultats sont vraiment, vraiment extraordinaires. Alors, les deux ensemble, c'est parfait. En tout cas, un grand merci, Alexandra. Et voilà. Et ben, on mettrait bien sûr votre site web. Ben, peut-être tu peux nous juste le dire pour que. C'est hypno-alexandra Mikalkova, il y a beaucoup de lettres.fr. Et sinon, Parfait. Et on va. j'ai un Instagram sur lequel je communique beaucoup et c'est Esprit Libre Alex. Parfait. Alors, pour tous ceux qui entendent, qui aimeraient connaître Alexandra mieux, aller dans ses cours ou tout ce qu'elle offre en plus, si ça peut vous offrir une meilleure qualité de vie, vous savez comment être en contact avec Alexandra. Et moi, j'ai juste te dire un grand merci et à très, très bientôt, j'espère. Merci Julie, merci beaucoup.